Salut et bienvenue dans mon antre. Enfin, pas la partie de mon antre que vous connaissez, mais cela reste mon antre. Nous allons parler du deuxième épisode de Game of Thrones. Alors, cet deuxième épisode, c'est un peu le calme avant la tempête. Les marcheurs blancs sont aux portes de Winterfell. Tout va se passer là, maintenant. Il me semble avoir dit la semaine dernière que la saison comportait 8 épisodes, je crois. Il n'en comporte que 6. Et du coup, il rush tous les événements. Les événements sont moins développés qu'avant. Mais bon, ce n'est pas grave. La plupart d'entre vous sont là pour la castagne, la baston. Donc c'est peut-être pas plus mal que ça avant de vivre. Moi personnellement ça me brise le cœur parce que dans les séries fantastiques j'aime autre chose que la castagne, mais bon, c'est personnel. Bref, alors comme d'habitude j'ai tout noté dans un petit calepin. Ça commence avec Jaime qui subit plus ou moins une sorte de jugement par Daenerys qui pourtant, je ne comprends pas, savait que son père était complètement barge et qu'il voulait tuer tout le monde. Et pourtant, elle parle comme si Jaime avait commis le plus grand des crimes pour la pire des raisons. Franchement, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils essayent de faire passer là, cette saison, avec le personnage de Daenerys. En fait, je pense qu'ils essayent de nous faire pencher pour Jon plutôt que Daenerys. Et du coup, ils font passer Daenerys pour... ils essaient de faire passer Daenerys pour la méchante, mais c'est fait tellement grossièrement que ça sort de nulle part, alors que pendant 7 saisons, 7-8 saisons, ils ont essayé de nous la faire passer pour la gentille, douce, aimante et juste. Et là, ils sont en train de tout casser au travers du personnage. Incompréhensible. Enfin bref. Mais heureusement, Brienne a sauvé son ami de toujours. Et donc tout se passe bien pour lui. Sans armée ni rien, il va essayer de combattre les morts avec une seule main. Bon courage, Jaime. Alors on remarque de plus en plus, bon on le savait déjà, hein, on le savait depuis la saison 8, moi personnellement je le voyais depuis la saison 8, on voit de plus en plus que Daenerys n'est pas à sa place à Westeros. Ça ne marche pas, les gens ne lui font pas confiance, en plus elle ne paraît pas sympathique parce qu'elle essaie d'imposer sa présence par la force. Elle demande leur allégeance par la force et c'était pas le cas en fait sur l'autre continent, donc je comprends pas pourquoi elle le fait là alors que sur l'autre continent elle a libéré des esclaves, elle a été douce et gentille, elle s'est imposée par sa justesse et non par sa force, et là elle est en train de faire tout et son contraire. Je ne comprends pas ce qu'on fait avec ce personnage. Donc là on écoute plus Sansa qu'autre chose, en plus, y a Jon qui la calcule même pas parce que lui-même il est perturbé par le fait de trahir sa tante. Et dans la salle, personne ne se regarde, évidemment, parce que tout le monde, des gens ne s'aiment pas, d'autres personnes sont mal à l'aise. Mais il y a Bran qui, lui, continue à fixer tout le monde comme s'il savait tout. Ah, remarquons aussi que Jaime a plus ou moins légitimé la royauté de Daenerys en l'appelant ma reine, Your Grace. En tout cas, moi j'ai regardé la version originale, il disait Your Grace, donc c'est ma reine en tout cas. Donc voilà, pour Jaime maintenant, qu'il le veuille ou non, c'est sa reine. Et d'ailleurs, quand Tyrion parle de Cersei à Jaime, il dit « tu l'aimais » au passé. Donc ils ont définitivement rayé leur sœur du tableau, donc c'est un peu triste. Gros moment, j'avoue, je m'excuse auprès de Louise au top. Louise au top, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je sais que tu vas sauter de joie, tu vas jubiler. Je m'excuse, tu avais raison, Jaime a un petit faible pour Brienne. Ou alors tu m'avais dit que Brienne avait un petit faible pour Jaime, je t'avais dit non. Si tu as dit que Brienne avait un petit faible pour Jaime, putain, mais je crois que les deux ont un faible l'un pour l'autre. Bref, Louise au top, tu as raison. Et pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est une private joke, ça ne l'est absolument pas. D'ailleurs, dans le petit i, là, je vous conseille de regarder la vidéo et vous allez comprendre pourquoi je m'excuse. En tout cas, tu avais sûrement raison. Il y a des petits regards entre Jaime et Brienne qui nous font comprendre qu'effectivement, des sentiments se développent. Et je suis déçue parce que j'espérais que Tormund réussisse à smasher Brienne. Au moins smasher Brienne. Mais bon, c'est vrai que, voilà, peut-être que Tormund est un peu trop sauvage pour elle et je peux le comprendre. Parce que la scène autour du feu où il essaye de faire le kéké, mais c'est juste
horriblement malaisant et dégueulasse, bah effectivement bah, ça prouve juste que il n'est pas fait pour elle. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore Tormund. Je pense qu'on aime tous Tormund en vrai. La conversation entre Daenerys et Sansa est épique. C'était les montagnes russes en fait, comment dire, tout a bien commencé et en fait Sansa a fait comprendre à Daenerys qu'elle est bien mignonne, elle a beau être amoureuse de son frère / son cousin, ça n'empêche qu'elle ne va pas se soumettre aussi facilement. Ce n'est pas parce qu'elle lui a fait un joli sourire de Targaryen qu'elle va se soumettre. Car non, le Nord reste libre et sauvage. Et voilà, genre Daenerys aura beau poser ses fesses sur le trône, le Nord restera libre et personne ne pourra le genou. Et ce n'est pas parce que Jon l'a fait que le reste du Nord le fera. Voilà. Théon est arrivé à Winterfell d'une façon remarquablement rapide, comme d'habitude. Hein. À Game of Thrones, on n'a pas réglé ce problème de timeline. Les gens se déplacent dans le temps et dans l'espace comme si de rien n'était. Mais je suis en train de me demander si Sansa n'aurait pas développé des sentiments pour Théon. Ce qui serait assez inattendu et étonnant, mais bon. En tout cas, elle a pleuré en le voyant. Je suis pas sûre qu'elle ait pleuré en voyant Jon. Hein. Peut-être qu'elle a pleuré en voyant Jon. En tout cas, elle a pas pleuré en voyant sa sœur, Arya. Elle a pleuré en revoyant Théon. Donc, je comprends pas. Ok, il t'a aidé à t'échapper, mais... À aucun moment il y a eu une interaction romantique entre eux. Gros câlin, il a dit qu'il se battrait pour Sansa. Enfin bon, voilà. Si elle aime, pourquoi pas, hein. Moi je ne juge pas, mais je comprends pas d'où ça sort en fait. Et quelle est cette envie de mettre tout le monde en couple? C'est ça aussi qui me dérange. Mais bon, il a le droit à l'amour, hein, comme tout le monde. On a enfin compris ce que voulait le roi de la nuit. Donc la nuit éternelle, ça on le savait déjà, mais en fait il vient surtout pour Bronn. C'est une guerre contre les souvenirs. Il veut juste que tout le monde meure ou que l'humanité reste dans l'oubli. Et donc voilà à quoi servait la marque. C'était pour savoir où il était à tout moment. On s'en doutait plus ou moins, mais maintenant c'est confirmé. Et on l'a su autour d'une sorte de réunion de guerre, un petit conseil de guerre. Et Magnus m'a fait remarquer que c'était le conseil de guerre le plus ridicule qui soit. Tout simplement parce qu'en regardant la carte de bataille, déjà ça parlait pas beaucoup stratégie, et en plus en regardant le positionnement des troupes, on a vu aucun dragon de positionner, il n'y avait pas forcément le loup de positionner non plus. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est mettre Bronn dans la petite prairie là, avec l'arbre sacré. Mais le roi de la nuit a tellement de soldats, entre guillemets, qu'il suffirait juste qu'il lance ses soldats jusqu'à l'infini, jusqu'à que tout le monde meure ou soit épuisé, et qu'il chope Bronn. On verra. Mais selon Magnus, en tout cas, c'est le conseil de guerre le plus ridicule qui soit. Moi, j'ai pas remarqué grand chose parce que je m'y connais pas forcément en stratégie de guerre, comment on discute des battle plans. Après, c'est peut-être juste une facilité scénaristique, mais bon. En tout cas, ça fait tilter les puristes, donc c'est peut-être quelque chose qu'il fallait souligner dans l'épisode, effectivement. Entre Vergris et Mélisandre, petite conversation intéressante qui va peut-être confirmer ce que j'avais dit dans le premier épisode, c'est-à-dire que Daenerys n'allait peut-être pas mourir, qu'elle allait laisser Jon gouverner Westeros, mais qu'elle allait retourner sur le continent d'Essos pour aller gouverner là où elle a grandi, tout simplement. Et en fait, là, il y avait une conversation entre Vergris et Mélisandre qui se disaient qu'ils n'allaient pas rester ici, tout simplement parce que bon, on les regardait comme si, voilà, enfin, je peux comprendre que les gens du Nord n'aient jamais vu de noir, mais là, la réaction est vraiment agaçante. Ok, c'est bon, vous avez jamais vu de noir. Pas la peine de... Bref. En tout cas, ils avaient une conversation sur le fait que oui, on aime notre reine, mais est-ce qu'on a vraiment envie de rester ici? Je ne pense pas. On retournera à Essos, à Narth, qui est l'île de Mélisandre. Et lui a fait comprendre qu'il viendra protéger l'île avec elle, enfin une grande déclaration d'amour, alors que ça se trouve, il va mourir. Préparez-vous, bon nombre de personnages vont mourir pendant cette guerre. Ça se trouve, Vergris va mourir. Est-ce qu'il le mérite? Non. Est-ce qu'on l'aime tous? Oui. Mais il faut qu'il y ait des gens qui... On peut pas avoir 7 saisons de série avec que des personnages iconiques importants qui meurent et avoir le 3/4 des personnages qui restent vivants à la fin de cette bataille. Il va forcément avoir des gens qu'on aime très fort, des personnages à qui on tient énormément qui vont mourir pendant cette bataille. Je ne suis clairement pas prête, personnellement. Et vous? Moi, je le suis pas. Enfin bref.
ça va me briser le cœur. Et Vergris a fait un petit bisou d'adieu là à Mélisandre, mais j'ai l'impression qu'il va mourir malheureusement. Ça me brise le cœur, ça me brise le cœur. Ah oui, je trouve étonnamment aussi que tous ces gens là qui viennent d'un continent chaud tiennent énormément très bien le froid, sans grelotter, sans faire de commentaires sur le fait que ce pays est beaucoup trop froid. Je trouve qu'ils ont oublié cette petite partie un peu drôle, mais pourtant nécessaire pour nous faire comprendre qu'effectivement c'est pas des gens d'ici et que ils connaissent pas forcément l'hiver sur le continent des sauces. Ils auraient dû avoir quand même un peu plus froid, hein. Je les vois sans bonnet, ok ils ont de la fourrure sur eux, mais c'est pas forcément épais pour des gens qui ne connaissent pas. Enfin, je veux dire, si j'allais en Norvège, je sais que je supporterais pas aussi bien le froid que des Norvégiens par exemple, qui eux le supportent plus ou moins convenablement parce qu'ils ont l'habitude. Mais nous, on aurait besoin peut-être d'une couche en plus par rapport aux Norvégiens. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Moi c'est mon avis, c'est mon opinion. C'est ce que je pense. Enfin, le loup. Enfin le loup. Et j'ai vu un petit bout de museau, j'ai vu une petite gueule de loup, enfin le loup. Alors, mal utilisé, on le voit à peine, on le voit très peu, il ne sert à rien, aucune interaction avec Jon. Ils ont mis un loup juste histoire de mettre un loup, mais au moins il est là. Vous avez remarqué qu'on peut pas avoir les loups et les dragons en même temps dans le même épisode, parce qu'on a vu rapidement le loup, on n'a vu aucun dragon, parce qu'ils ont mis tout le budget dragon peut-être dans le premier épisode et peut-être à un petit moment de la bataille, hein. Et le loup, voilà, on le voit pas bouger, on voit même pas clapir, on voit rien faire ce loup. Il est là, il est en mode vitrine, voilà. Je suis contente et déçue. Je suis contente et déçue à la fois. Au moins, on m'entendra plus râler par rapport au fait que le loup était absent. Il est présent, sauf qu'on le voit à peine et qu'il ne fait absolument rien. Je suis déçue. Évidemment, Tormund énorme, parce qu'on a une sorte de petite bataille virile là entre Tormund et Jaime. Alors celui qui arrivera à lui donner plus ou moins satisfaction, ou à le plus gonfler son ego. Tormund qui dit mais quoi, comment ça tu ne peux pas être chevalier, mais pourquoi, tu es très forte, tu es une femme forte, tu devrais être chevalier. Et puis Jaime qui arrive en mode hé, moi je peux t'adouber, tu sais, il suffit juste d'un chevalier pour adouber un autre chevalier. Et voilà qu'il l'adouble, au grand moment d'émotion hein, quand il l'adouble, clairement. Brienne, on est tous là avec toi, gros moment d'émotion. Brienne enfin adoubée, qui est enfin chevalier, car pour elle n'a jamais été une lady, elle a clairement dit I am no lady, je ne suis pas une lady. Et elle a enfin été adoubée, ce qui est super classe. Et il y a une conversation entre Jaime et Bran. Bran qui explique qu'il n'a pas dit que c'était lui qui l'avait poussé parce que hey, comment combattrais-tu alors si on t'a tué avant? Et c'est là où je me dis que c'est sûrement lui qui va tuer le roi de la nuit, je pense. Parce que c'est le Kingslayer. C'est le Kingslayer, le régicide, depuis le début. Et je pense que c'est pas anodin qu'on l'appelle le régicide depuis le début. C'est lui qui va tuer le roi de la nuit. C'est son rôle, à mon avis. J'aurais bien pu parler de la conversation entre Arya et le limier qui est vraiment très touchante. Je vous l'avais dit dans la première vidéo que leur retrouvaille était froide mais extrêmement touchante, qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'air, une émotion qui fait que c'était comme si le limier disait je suis content de te revoir en vie et je suis content de savoir que tu as survécu après que tu m'aies laissée pour morte. Et là pareil, assise à côté de lui, la petite conversation fait que on sent que le limier est vraiment content qu'elle soit en vie et qu'il y a un petit truc entre eux, même si, bon, dans Game of Thrones, ils aiment pas trop parler de leurs émotions. Il y a quand même un truc, une petite relation de plus ou moins confiance qu'il y a entre eux, et d'amitié surtout. Lyanna Mormont veut absolument se battre sur le champ de bataille. J'ai l'impression qu'elle va mourir aussi. Pourtant, elle joue les fortes. Enfin, elle a toujours été forte. Elle n'ira pas à la crypte avec les femmes et les enfants. Elle est là pour se battre. Elle a été chef de clan depuis la mort de sa mère, qui est morte, qui s'est battue auprès de Robb et qui est morte à cause des Bolton. Elle est prête à en découdre. Elle est prête à servir le roi du Nord, qui n'est plus vraiment roi. Mais en tout cas, à protéger le Nord, à se battre avec les vivants contre les morts. J'ai l'impression qu'elle va mourir. Je suis triste. Ah, mais bon, enfin, c'est ce qui se passe quand il y a la guerre. Il y a des gens qui vivent et il y a des gens qui meurent.
J'ai vaguement l'impression qu'elle va mourir. Je suis triste. On va voir. En tout cas, Jorah a tout fait pour la convaincre, mais on la connaît, elle était tue et on savait déjà qu'elle allait se battre. Maintenant, on a juste confirmation. On a Jon qui dit enfin la vérité à Daenerys. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait lui dire. Il est honnête. C'est tout à son honneur. Et Daenerys qui est triste, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas un seul moment où ils parlent de la relation incestueuse qu'ils ont tous les deux. La première chose à laquelle elle pense et la première chose qu'elle lui dit, c'est « Hey, tu es le dernier héritier mâle vivant. » Ouais, t'as couché avec ton neveu. Le trône, de toute façon, ça se trouve, vous ne survivrez même pas à la guerre. Pourquoi vous parlez du trône? T'as couché avec ton neveu, tu es sa tante. Ok, vous avez l'air d'avoir à peu près le même âge. Tu es sa tante, même si vous avez le même âge. Vous faites partie de la même famille. Hello. Et en plus, j'ai l'impression que Jon était un peu blessé de la réaction et de ce qu'a dit Daenerys. Comme s'il se disait, mais enfin, je croyais qu'on s'aimait et tu penses que je vais te prendre le pouvoir comme ça? Genre, ok, oui, c'est ce que ça veut dire, mais... Enfin... c'est moi et ta réaction me déçoit. J'ai l'impression qu'il est un peu déçu du coup de ce qui... des premiers mots qui sont sortis de la bouche de Daenerys. En fait, il se dit mais enfin... Ok, je suis l'héritier mais ça veut pas dire que je veux pas prendre ton trône parce que je ne veux pas diriger. Et elle l'a pas encore compris et j'espère qu'elle lui fera pas de crasse et voilà. Je sais pas comment ça va se passer mais voilà. C'est la fin de la vidéo et on va parler du moment qui m'a le plus marqué dans cet épisode. On en parle d'Arya, on a connu Arya, elle devait avoir 8-9 ans, elle se faufilait partout, elle tirait mieux à l'arc que son frère Bran, et là, déjà du début à la fin de l'épisode, il y avait une sorte de tension, un flirt entre elle et Renly, comment il s'appelle? Je sais plus, je suis perturbée. Elle et Gendry, il l'a sous-estimée un peu comme si c'était une fille et elle lui a fait comprendre, elle lui a dit, la mort je connais, la mort a de nombreux visages et j'aimerais voir celle-ci. Et elle lui a donné un petit côté dangereuse, badass qu'il a tout de suite kiffé, il s'est dit ok, elle me fait de l'effet. Waouh, elle est forte et sexy, je l'aime. Et là elle lui a dit hey, si on couchait ensemble parce que j'aimerais bien savoir ce que ça fait avant de mourir. Comme ça. Elle lui a lâché ça comme ça et elle a commencé à se déshabiller et puis ils ont couché ensemble. Et puis je sais pas, je m'y attends. Franchement, c'est le truc dont je m'y attendais pas. Parce qu'on voit tous Arya comme si elle était petite. Encore. Comme si elle avait encore 8-9 ans. Alors que c'est vrai que des années sont passées entre le premier épisode de la saison 1 et l'épisode 2 de la saison 8. Mais... alors ça, franchement, je l'avais pas vu venir. Et je pense que personne l'avait vu venir. Arya s'est fait soulever. Ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué. En dehors du fait que Jon couche avec sa tante ou que Sansa et Daenerys font une petite guerre de pouvoir là, en mode nous aussi on est les hommes de la situation, tout ça. Arya smash. Bravo Arya. J'espère que tu vivras suffisamment longtemps et que tu survivras à cette guerre pour smash d'autres personnes. J'espère que Gendry survivra pour que tu puisses le re-smasher. Si ce n'était pas juste une tension sexuelle et si vous avez vraiment des sentiments l'un pour l'autre au fur et à mesure, au fil des années. Voilà. En tout cas, assez chargé, plus ou moins en émotion cet épisode. On sent que c'est le calme avant la tempête. Je commence à avoir des frissons. Donc là, ces deux épisodes faisaient 50 minutes, 50 et 55 minutes, parce que c'était le calme avant la tempête. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être vraiment tendu. Là, on va commencer à voir des choses un peu impressionnantes. La guerre, la mort. On va voir des gens mourir devant nos yeux, des gens à qui on tient. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Hein. Je suis prête à voir la fin de cette série. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et quelles sont vos prédictions pour la suite. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En dehors de Game of Thrones, je parle d'autres séries, donc allez voir d'autres vidéos si vous êtes intéressés. Voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon antre, donc sûrement avec le même décor parce qu'on sait tous que c'est une réaction à chaud. Et puis, il y a la deuxième partie de ma vidéo avec les Top qui devrait sortir la semaine prochaine. Allez, moi, je vous dis bonne nuit.